très heureux d'être là, voilà, pour apporter soutien à votre liste, hein. Voilà, l'élection municipale, c'est toujours un moment important de rencontre avec les habitantes et les habitants. J'en ai mené quelques-unes à la chapelle, à la Chapelle-sur-Erdre. Et évidemment, je vous souhaite toute la réussite, hein. Voilà, vous le savez mieux que moi, nous sommes dans un contexte particulier à Trélières. Voilà, donc il fallait remettre de la démocratie dans cette commune. Voilà, il fallait que ce débat démocratique puisse avoir lieu. Et donc, je suis très heureux de vous accompagner dans cette démarche, avec effectivement, tu l'as dit, deux sujets qui vous paraissaient importants. Tout d'abord, comment voilà, le commerce, l'économie locale peuvent être dynamisés. Et puis ensuite, eh bien, le sujet de l'offre de soins sur le territoire, puisque tu l'as dit, j'ai l'occasion de travailler avec Guillaume Garot et de nombreux députés sur ce sujet, puisque c'est un sujet qui concerne quasiment l'ensemble du territoire français, par quelques poches, mais enfin beaucoup de régions. Et là, il faut saluer le travail transpartisan, en sachant qu'à l'Assemblée nationale, c'est bien d'avoir un travail transpartisan. C'est peut-être une espérance de faire passer des lois plus facilement dans le contexte dans le contexte dans lequel on est. Voilà, donc alors, je pense que l'idée, c'était de faire deux temps, hein, peut-être, hein. Donc, on m'a dit une dizaine de minutes de présentation sur chaque thème. Et puis, l'enjeu, c'est d'échanger en sachant que voilà, j'interviens en tant qu'ancien maire sur le sujet de l'économie locale, en tant qu'ancien vice-président. C'est mon expérience, c'est mon analyse, évidemment. Elle est ce qu'elle est. Bien entendu, je n'ai pas voilà, la volonté d'exprimer quelque chose qui serait intangible et qui serait comme ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est forcément un sujet qui m'a toujours intéressé, puisque moi, quand je suis devenu maire, l'enjeu de la dynamique du centre-ville, la dynamique commerciale au cœur de la ville, c'était vraiment un sujet important dans un contexte historique, et vous l'avez vécu ici à Trélières, où finalement, depuis des années, on a pratiqué l'étalement urbain. Donc l'étalement urbain avec des quartiers pavillonnaires plutôt à l'extérieur des centres-villes, centres-bourgs historiques, l'étalement urbain aussi au niveau commercial, avec la création de centres commerciaux, de grandes surfaces. Voilà, et donc qui finalement ont un peu dévitalisé nos centres-villes et nos bourgs. Alors, je le dis, ce contexte, il va forcément évoluer, hein, puisque demain, les espaces disponibles, les volontés politiques de préserver les espaces agricoles et naturels font que de toute façon, le développement urbain pour l'habitat, le développement commercial, tout ça, ça va s'arrêter, hein. Voilà, donc alors ça va s'arrêter. On verra à quel rythme, suivant les travaux parlementaires que nous allons mener, suivant aussi la capacité des communes à avoir des espaces, bien entendu. Mais ce sujet, il va bien entendu se transformer. On va revenir à une façon de construire, de reconstruire la ville sur elle-même, que ce soit pour l'habitat, que ce soit pour le commerce ou l'économie. Je pense que, bon, déjà, avant de rentrer plus dans le détail, je pense que déjà, on a un sujet sur nos modes de consommation. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un sujet d'aménagement de l'espace, de capacité à capter des commerces, des entreprises sur des territoires. On voit qu'on est face à un mode de consommation qui évolue rapidement, hein. On l'a vu pendant le Covid. On le voit avec tout ce qui est fast fashion, avec cette consommation par Internet. Et je vous le dis, ça va continuer. Voilà, on sait très bien, j'étais avec le directeur de la Poste, voilà, que bon, la Chine prépare la route de la soie de façon XXL pour alimenter de façon très rapide les consommateurs. Donc on a déjà un sujet à porter, c'est quel type de consommation nous souhaitons. Donc c'est bien une mobilisation collective, il y a des initiatives, c'est aussi parfois une mobilisation législative, voilà, pour contrecarrer, pour réglementer
des façons de consommer. Donc il y a quand même ce sujet qui est posé. Bon. Après, pour revenir voilà, au rôle d'une ville, il y a bien entendu la question de l'aménagement urbain. Et c'est demain, enfin, moi ça a toujours été ma préoccupation à La Chapelle-sur-Erdre, c'est comment finalement, c'est bien d'avoir des commerces de proximité, mais comment on a aussi des clients de proximité. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que quand, évidemment, on a des centres-villes qui se sont un peu dégarnis, où finalement il y a plus d'habitants à 3 ou 4 kilomètres, c'est beaucoup plus compliqué de faire vivre les commerces de proximité. Donc je pense qu'il y a un enjeu qui est assez simple, c'est comment on reconstruit du logement en cœur de ville pour garantir un minimum de consommation de proximité. Et comment aussi, évidemment, nos cœurs de bourg, nos cœurs de ville, ils sont des lieux d'animation, des lieux où il y a forcément des équipements publics. Donc ça a été aussi parfois moi la réflexion. Je pense par exemple à des structures qu'on a pu amener comme la Maison pour tous, qui est un centre socio-culturel. Voilà comment aussi on recrée de l'animation au cœur du bourg, au cœur des villes, pour faire en sorte qu'il y ait de l'activité, parce que c'est ça le sujet. C'est pourquoi venir finalement dans un centre-ville, dans un centre bourg. Voilà. Il y a aussi le sujet, alors je vais essayer de suivre, voilà, donc voilà, je vais essayer de suivre ça, mais il y a le sujet, mais ça rejoint la cohésion sociale et territoriale, hein, c'est comment on fait finalement faire en sorte qu'on ait des espaces où il puisse y avoir diverses activités, des lieux de rencontre, des lieux d'échange. Et évidemment, je le dis aussi, il y a la façon dont on travaille aussi avec ceux qui construisent la ville, avec soit des aménageurs, soit des promoteurs. Ça veut dire que là aussi, dans les projets urbains que l'on porte, comment on fait en sorte qu'on ait évidemment la capacité à avoir des commerces en rez-de-chaussée pour faire en sorte que l'activité soit possible. C'est pas toujours, moi je l'ai vécu, hein, c'est pas toujours voilà, quelque chose d'évident, hein. Moi j'ai un projet là qui est en train de sortir à Chapelle-sur-Erdre. Bah, quand on a dit on aimerait bien 3 cellules commerciales parce qu'à Chapelle-sur-Erdre tous les commerces sont pleins et donc bah, il faut penser que ça serait bien qu'il y ait des cellules. Euh, Promoteur, il n'avait pas forcément pensé à ça. Voilà, il s'est dit, moi, je préfère peut-être faire du logement. Voilà, donc, voilà. Et je le dis aussi, et je prends cet exemple-là, ça a été notre souhait de faire OK du commerce, mais OK des locaux pour des professions médicales et des locaux aussi pour des bureaux. Voilà, pour là aussi avoir une mixité de fonctions dans la ville. Et quand on a des gens qui travaillent au bureau, bah, il y a plus de chances que le midi, ils aillent manger au restaurant à proximité. Donc voilà, c'est évidemment cette présence de différentes activités qui est particulièrement prégnante. Voilà, donc, alors ça rejoint ce que j'avais dit. Donc, structurer la gouvernance et asseoir une réponse intercommunale. Alors, ça dépend des prises de compétences forcément des intercommunalités, hein. En métropole, on avait une compétence éco. Alors, je le dis, je ne suis pas venu ici pour qu'il y ait le débat sur est-ce que Trélière doit aller dans la métropole, hein. Je, voilà, je suis là par mon expérience, hein, puisque pour que les choses soient particulièrement claires. Mais effectivement, on avait donc une compétence éco, compétence commerce aussi. C'est pas le cas de toutes les intercommunalités. Et je le dis, c'est le choix libre des élus. Après, dans les projets intercommunaux, jusqu'où on va dans les compétences. Je le dis quand même, travailler ça au niveau intercommunal, c'est quand même plutôt pas mal parce qu'on a souvent les mêmes problèmes. Voilà. Quand on a une commune, par exemple, on peut avoir, nous on l'a fait, euh, des, des partenariats avec la CCI pour avoir des managers de centre-ville, pour accompagner les commerces, tout ça. Bah, quand on est tout seul, c'est plus difficile. Est-ce qu'il faut créer un poste? Alors que quand on est plusieurs, on peut peut-être créer un poste ensemble qui peut intervenir. Bon, voilà, donc moi, j'ai toujours plaidé, j'ai toujours été de ceux qui, à la fois, bah, défendaient la spécificité des communes sur des aménagements commerciaux. Hein, on le voit, le bourg de la Chapelle, c'est pas le bourg de Sainte-Luce, c'est pas le bourg de Vertou, c'est pas le bourg de Trélière, mais on est confronté à ces sujets communs. Accompagner les entrepreneurs dans leurs projets. Alors,
pense que quand on est maire, moi j'ai reçu beaucoup de gens qui voulaient ouvrir des commerces à Chapelle-sur-Erne. Beaucoup de gens. Bon, sauf que après, faut trouver le local, il faut trouver le prêt, le financement. Bon, pas toujours facile. Moi, mon expérience, et là ça relie mon expérience de maire, donc que j'ai pu essayer de mettre à profit au titre de Nantes Métropole, c'est quand même deux choses, hein. C'est par exemple un travail qu'on a pu faire sur la création d'une foncière pour rendre pour certains types de commerces l'accès au commerce moins cher. C'est un portage foncier, voilà, qui fait que la collectivité ou une structure maîtrise le foncier et donc adapte le niveau de loyer à l'activité commerciale. Voilà, ça je pense que ce sont quand même des pistes qu'il faut explorer. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais on le voit, ça permet de remettre du commerce dans des endroits où ce n'était pas évident que ça soit. C'est l'accompagnement, je le disais, manager de centre-ville, enfin voilà, comment on va accompagner les commerces, on crée une dynamique, et puis pour étendre sur le volet entreprise, hein, on a la chance d'avoir des associations d'entreprises. C'était aussi un accompagnement de la métropole en lien avec la chambre de commerce, là aussi pour conforter les associations et finalement faire en sorte que les gens voient le territoire comme un territoire dynamique où il se passe des choses. Donc on voit bien que la collectivité a la capacité à accompagner les projets et à résoudre forcément des questions qui sont des questions prégnantes comme l'accès à un local. Soutenir d'autres formes d'activité, hein. Là aussi, on le voit bien, les modes de consommation évoluent. Il y a forcément je pense à des structures de réemploi, de ressourcerie, de recyclerie. Donc là aussi, l'action de la collectivité, je pense qu'on est encore dans un moment où elle doit être proactive, hein, parce que c'est pas facile de trouver le modèle économique, hein. On le voit sur plein de projets parce que voilà, le sujet du foncier, le sujet de l'accès aux locaux, forcément, n'est pas forcément adapté aux enjeux financiers de structures qui sont en phase de développement et qui n'ont pas encore trouvé leur, euh, leur, leur pérennité. Restructurer les espaces publics, proposer de l'événementiel, revient à ce que je disais, c'est-à-dire comment finalement on a des lieux de vie agréables où les gens ont envie de venir, hein, les gens ont envie de partager de moments, et puis travailler sur les mobilités. Bien entendu, il faut que nos cœurs de ville soient accessibles. Donc voilà pour moi les enjeux qui se posent. Après, il y a les enjeux aussi réglementaires, hein. Voilà, une ville, elle a quand même différents outils. Alors il y a déjà des réflexions plus larges, puisque nous sommes notamment entre Erdre-et-Gève et d'autres intercommunalités dans le schéma de cohérence territoriale entre Nantes et Saint-Nazaire, où la question du développement des parcs d'activités, la question du développement commercial est posée, hein. Donc il y a eu beaucoup de travaux collectifs pour finalement avoir un développement harmonisé des parcs d'activités, hein, par exemple, et même parfois avoir le fait qu'on ne fasse pas certains parcs d'activités. Ça s'est posé. Je dis aussi, il y a du travail collectif, hein, on ne met pas suffisamment en valeur, mais entre Nantes Métropole et Erdre-et-Gève, par exemple, il y a eu tout un travail collectif pour savoir comment on pouvait demain, plutôt que de créer des parcs d'activités encore, densifier nos parcs d'activités, renouveler nos parcs d'activités. Donc on a des sujets réglementaires, on a aussi des sujets réglementaires au niveau des communes, hein, puisque vous pouvez mettre des linéaires commerciaux, donc voilà, donc des linéaires très stricts, donc qui fait que quand vous avez une boulangerie, demain s'il y a un changement de propriétaire, c'est forcément une boulangerie. Bon, puis il y a des linéaires qui sont un peu moins stricts, mais ce qui permet aussi de garantir une diversité. Puis je disais, là, alors je ne suis plus vice-président, je ne sais pas comment le dossier avance, mais on a aujourd'hui aussi des outils, parce qu'on a travaillé ça dans le cadre de la ville du quart d'heure à Nantes Métropole. On a aujourd'hui des outils où on sait par rapport à la population qui existe, au commerce qui existe, ce qui peut manquer sur une commune. Parce que c'est souvent ce qui est difficile lorsqu'on est élu. Il y a des gens qui viennent nous voir en disant il manque ça, il manque ça, il manque ça. Et puis quand on arrive à trouver un commerçant qui fait ça, ça ne marche pas. Et donc, on a aujourd'hui des outils
beaucoup plus performants qui permettent de nous dire, bah, peut-être que là, oui, il manque une boulangerie, et puis bah, vous voulez un salon de coiffure. En fait, le salon de coiffure, c'est pas la peine, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, on a aussi des outils qui doivent demain être proactifs, parce que demain aussi, c'est comment je vais chercher des commerçants et comment je les attire sur ma commune. Donc, c'est ce qui est posé. Voilà, donc pour être pas plus long que ça, mais pour dresser voilà, plusieurs points qui me paraissaient importants. Je dis juste pour conclure, on va changer de façon d'aménager nos villes, voilà, puisque il va y avoir le ZAN, alors on verra à quel niveau il est, sur quel temps il est. Je pense que, j'imagine que c'est votre volonté politique, il faut plus préserver les espaces agricoles et naturels. Donc voilà, donc de toute façon, on va se réinterroger sur la forme de la ville, hein, qu'on a parfois laissé filer, hein. Moi, j'appartiens à une équipe municipale, hein. Je n'étais pas en 89, je suis arrivé en 95, mais qui est en 89, qui disait il faut limiter l'étalement urbain. En 89, on remet des terres qui étaient constructibles, on les remet en terres agricoles. Voilà, donc ce mouvement aujourd'hui, on voit quand même qu'il est lancé et que ça va forcément au moins nous permettre de nous re-questionner sur ce que doivent être nos centres-villes et nos centres-bourgs. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on a beaucoup parlé des commerces. En ce qui concerne enfin, Tréliard, c'est une zone où il y a quand même pas mal d'agriculteurs encore. Est-ce que vous avez noué des partenariats, vous, au niveau de la commune ou à l'époque avec la métropole, des partenariats pour justement pour créer des filières entre les collectivités et les agriculteurs pour essayer de fonctionner, on va dire, sur des circuits courts? Oui, ça fait partie effectivement. Oui. Non, il y a 20 ans, il y a 20 ou 25 ans, je ne me rappelle plus trop, tu n'étais peut-être pas encore maire, mais tous les agriculteurs des communes autour se foutaient de la gueule de la chapelle parce que les fermes disparaissaient, parce que les terres étaient reprises par les communes autour, etc. Par des gens qui étaient sur les communes autour, etc. Depuis, ça a bien changé parce que c'est juste l'inverse. C'est là qu'il y a des agriculteurs qui s'installent. Ils ne s'installent plus qui s'en vont. Ils sont pratiquement tous en bio. Énormément font de la vente directe, de la transformation. Comment est-ce que la mairie a fait concrètement pour y arriver? Parce que ça, c'est pas fait tout seul. Alors sur les donc relation avec les commerçants, les agriculteurs. Donc nous on a beaucoup travaillé notamment sur la fourniture de nos restaurants scolaires, hein, où très concrètement je pourrais avoir un marché pour fournir le pain le midi, la brioche de l'après-midi. Je fais un appel d'offres et répond qui veut, quand même pour 1000, un peu moins de 1500 élèves tous les jours. Bon. Ce qu'on a fait, par exemple, on a travaillé avec les boulangeries et aujourd'hui, on a complètement dissocié la fourniture du pain suivant les écoles. Donc, on prend pas Gévrine, au sud de la commune, c'est le boulanger de Gévrine qui fournit l'école qui est à 150 mètres. Voilà, on a essayé d'éviter de faire des gros marchés. Alors, des fois, on se fait un peu taper dessus par la Chambre régionale des comptes, mais on a évité de faire des gros marchés pour permettre aux commerçants locaux, finalement, de répondre et d'avoir un matelas de consommation. On fait pareil avec les agriculteurs, où là, on essaye d'être réactif, parce que l'enjeu, c'est forcément la capacité de production des agriculteurs, qui ne peut pas toujours se prévoir. On essaye d'être réactif via différentes méthodes de communication, pour finalement qu'ils puissent nous dire, bah là, j'ai un surplus de pommes de terre, donc est-ce que vous pouvez le prendre? Alors, ça implique que nos services, forcément, ils aient cette culture et qu'ils se disent, moi, dans 15 jours, dans 10 jours, j'avais prévu ça et je ne change pas. Voilà, donc c'est aussi la culture du changement dans nos services. Mais voilà, on a différents types. Après, il y a au niveau métropolitain un plan alimentaire territorial. Voilà, donc c'est travailler sur notamment les filières. Mais je pense qu'il
il y a encore du boulot, hein, parce que dans beaucoup de communes, on est en train de restructurer l'offre de restauration notamment. Et on voit bien qu'il faut aussi accompagner les filières pour que demain, elles puissent répondre aux besoins. Après, je le dis aussi, forcément, quand on a la chance d'avoir des associations de commerçants, des associations d'agriculteurs, des associations d'entreprises, c'est plus simple parce qu'on peut partager ensemble des choses. Voilà. Et on peut mettre en place des dispositifs beaucoup plus facilement aussi. Donc c'est aussi un sujet pour qu'il n'y ait pas des commerçants qui pensent qu'on préfère travailler avec un tel et pas avec un autre. Donc sur l'agriculture, qui est une activité économique, hein, voilà. Plusieurs éléments. Tout d'abord, il y avait le sujet du foncier, hein, donc il y a eu voilà, un gros travail sur le réaménagement foncier, hein, donc, ça a été le boulot. Il y a eu la question de remise en culture de friche, hein, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de propriétaires qui se disaient de toute façon mon terrain va être constructible, donc je le laisse en friche, et puis comme ça, de toute façon, je dirais, bah, il ne peut plus être exploité, donc vous voyez bien, il faut, il faut qu'il soit constructible. Donc il y a eu ce travail-là. Travail aussi qu'on a fait, qui n'a pas été facile, c'est comment on parle du logement des agriculteurs, et notamment des jeunes agriculteurs. On a eu la chance de pouvoir racheter un ancien siège d'exploitation, hein. La, la dame qui était veuve voulait vendre un particulier finalement. Donc, comme il y avait quand même quelques mètres carrés de terre agricole autour, on s'est mobilisé pour acheter cette maison. L'a confié à Habitat 44, qui l'a rénové. C'est aujourd'hui 4 logements sociaux pour les agriculteurs. Alors, c'est pas simple parce qu'il a fallu trouver le montage financier. Il a fallu aussi trouver la façon dont on pouvait affecter ces logements à des agriculteurs et pas à d'autres personnes. Mais on y est arrivé. Voilà, donc je pense que c'est une. Et puis après, il y a aussi une consommation locale, hein, bien entendu. Il y a aussi, même si en ce moment c'est un peu plus dur, mais il y a aussi bah, voilà, un marché local qui permet aussi de tenir. Mais il n'y a pas de solution miracle, hein, c'est un ensemble de différentes dispositions, hein, mais voilà, à partir du moment où aussi on sait, parce que c'est la question qu'on avait souvent. Pourquoi, là, il y a une année, on a dû installer 7 ou 8 jeunes agriculteurs, hein. Bon, ben ils ont senti qu'il y avait, et puis on a une association d'agriculteurs aussi, ils ont senti qu'il y avait un climat plus propice d'accompagnement à l'installation. Je le dis aussi, c'est aussi important de se dire, voilà, on va plutôt être bien accueillis, et donc ça va plutôt être bienveillant. Donc ça pèse aussi. Sur Trélière, il y avait une étude commerciale qui avait été faite, hein, sur le bourg. Et la réaction des commerçants, c'était de dire que bah, souvent dans la journée, il n'y avait pas de clientèle. Mm. Ça manquait vraiment de vivacité. Et il y avait un problème de taille de cellules Mm. commerciales. Et donc, on voit bien entre ce qui se fait aujourd'hui pour remplacer Decathlon ou ce qui s'est fait à la Belle Étoile, il y a des fois une volonté de président plutôt d'intercommunalité, d'avoir chacun sa zone Mm. d'activité pour concurrencer aux autres. Et on voit bien dans les études qui avaient été faites par rapport à Aragon, il n'y avait pas, a priori, un besoin à Aragon, puisqu'il y avait toutes les villes alentours qui avaient déjà la route de Vannes, etc. Et donc, quand on en parle à Tralières, on nous dit oui, mais c'est privé, etc. Donc, on voit bien que la difficulté pour une commune comme ça, moi j'habite au sud de la commune, il faut qu'il y ait un attrait pour venir dans le bourg. Il faut que du coup, les commerçants y trouvent leur compte et que les clients y trouvent leur compte. Donc, il y a un vrai travail d'une équipe municipale pour dynamiser ça. Quand tu dis qu'en fait, il y avait une volonté que les agriculteurs comprenaient qu'ils seraient bien accueillis là, il y a sur Trélières une nécessité de bouger les choses pour que les clients aient envie de venir dans le bourg, que le bourg soit plus dynamique, même s'il y a des choses qui se font, hein. On nie pas qu'il y a une vie à Tralières. Le marché du dimanche, par exemple, a aussi contribué à ce qu'il y ait un peu du monde. On voit que nous, en faisant la distribution sur le marché, qu'il y a des gens des autres communes qui viennent à Tralières, donc il y a quand même un attrait. Mais il y a un vrai travail de la municipalité, et notre équipe aura, si on gagne les élections, il y a tout un intérêt à mieux travailler avec les commerçants, parce que depuis l'étude commerciale, la situation des commerçants n'a pas franchement évolué, puisque
On avait une étude commerciale qui devait donner des billes pour l'équipe municipale et l'équipe municipale s'en est pas saisie. Donc c'est particulièrement important qu'on dise pas c'est une affaire privée, c'est l'affaire des privés et on s'en mêle pas. Il faut s'en mêler, il faut être volontariste. Et il y a un vrai travail à faire que l'on peut faire. Mais du coup, c'est une volonté politique. Oui, oui, oui. Oui, moi je m'interroge justement sur le rôle de la municipalité par rapport au petit commerce, donc en centre-bourg, et comment ça s'articule, et j'ai comme un doute que ça s'articule vraiment avec la CCEG qui est en train de créer, il va y avoir des grands magasins là, à la Belle Étoile. Donc comment est-ce que les deux, enfin les centres d'intérêt peuvent être harmonisés. Enfin, voilà, j'ai un peu des doutes. Je précise en plus que je m'étonne de voir une nouvelle zone d'activité au Pigeon Blanc qui est en train de se faire. Et puis l'entreprise Bordeaux qui est en train de se vider. Donc j'imagine que sur le site de chez Bordeaux, il va y avoir aussi des grosses entreprises. Et là, la Belle Étoile, ça se remplit pas. Donc c'est un peu étonnant. Alors, enfin, les maires, en tout cas, ils peuvent prévoir, ils peuvent essayer d'anticiper dans le cadre de renouvellement urbain. Vous pouvez faire des orientations d'aménagement où vous allez vous dire, bah, plutôt à cet endroit-là, faudrait qu'il y ait du commerce. On voit bien que le problème qu'on peut avoir, parce qu'on est parfois face à l'histoire, hein, enfin, moi je vois bien sur certaines rues à la Chapelle-sur-Erdre, il faut aussi de la continuité, de la densité, de la diversité. C'est-à-dire que si vous dites bah, je suis à 3 km, je vais prendre ma voiture juste pour aller acheter du pain, bah, peut-être que je ne vais pas y aller, je vais faire autre chose. Si je peux grouper plusieurs achats, bah, c'est peut-être intéressant que j'y aille. Donc enfin, je pense que c'est un vrai sujet de dire comment dans l'aménagement urbain on permet demain qu'il y ait une meilleure continuité, une plus grande diversité. Il y a aussi, enfin, vous évoquiez la question des cellules, comment, bien, là aussi, quand on a des créations de cellules, comment des choses peuvent être aménagées, peuvent être modulables pour pas se retrouver bloqué parce que soit le commerce est trop petit, soit il est trop grand. Voilà, donc il y a des sujets comme ça qu'il faut poser, mais soit dans la vision stratégique du développement de la ville, soit dans les négociations avec les promoteurs en disant bah non, moi je veux. Oui, nous on a discuté de la taille des cellules en disant bon, on va essayer de nous trouver des choses qui, puisqu'on n'avait pas forcément encore, en plus du contexte, encore les candidats vraiment intéressés, bah, se dire est-ce que je fais 60, 80, 100 mètres carrés, c'est pas évident. Donc là aussi, comment bah, on a des choses qu'on va pouvoir aménager un peu au dernier moment pour trouver la bonne adéquation. Après, enfin, tu en parlais, on voit bien que, je le disais, on a finalement fait du commerce autour des bourgs, voilà, autour des centres. Bon, donc il y a encore des évolutions puisque Decathlon a fermé. Il y a encore effectivement des choses belle étoile. Mais bon, je le dis, tout ça, ça va se terminer. En tout cas, nous, au niveau de la métropole, on est plutôt en train de contraindre. On l'avait déjà fait, hein, mais plutôt en train de contraindre le développement des grosses polarités commerciales, voilà, ou de transformer, je pense à Paradis, de transformer ce qui était des centres commerciaux en plutôt pôles plus urbains aussi, parce que c'est aussi une façon d'inciter le commerce à revenir en proximité, en cœur de ville. Forcément, c'est aussi, plus on empêchera un développement des centres commerciaux, bah, plus forcément on pourra inciter à revenir. Mais ça, c'est de la volonté politique, ça s'inscrit dans les règlements d'urbanisme, voilà, c'est ça, hein, voilà. Mais après, on le voit bien, même si je dis que ça va s'arrêter puisque va plus y avoir de surface disponible. Mais voilà, il y a encore des élus qui souhaitent qu'il y ait un développement qui se fasse autour des centres. C'est à l'extérieur des centres. C'est encore une réalité qui existe, bien entendu. Toi, tu as eu peut-être des exemples entre la chapelle commune et
l'intercommunalité qui est Nantes Métropole. Mais nous, par exemple, on voit que sur notre territoire, on a une particularité, par exemple, on a la proximité de la commune d'à côté, de Grandchamp, où on a un certain nombre de commerces qui qui attirent beaucoup les Tréliérains, et c'est naturel. Et puis il y a aussi le secteur de Ragon, où on voit se développer des activités qui, en principe, on les verrait ailleurs que dans des zones industrielles. Pour moi, ça pose le problème de la commune, comment est-ce qu'elle a un poids si elle ne travaille pas en collaboration avec l'intercommunalité, quoi. Parce que moi, je trouve inadmissible que notre commune n'ait pas empêché d'avoir ce qui va se monter dans quelques temps pour remplacer le secteur de Decathlon, et où on aura au moins quatre enseignes qui seront à un endroit. On a eu une expression d'une population sur la Ménardet qui demandait, entre autres, à avoir un premier commerce de boulangerie. Et puis, on va laisser s'installer, parce que c'est ça qui me chagrine, c'est qu'on va laisser s'installer une boulangerie industrielle à Aragon, sachant que les gens vont travailler sur la métropole et s'arrêteront facilement acheter leur pain ou leur viennoiserie chez Ange, et il ne sera plus du tout question de mettre une boulangerie à la Ménardet avec cette concurrence. Donc le problème, c'est la commune doit fortement presser sur l'intercommunalité pour que l'intérêt communal soit pris en compte. Parce que les aberrations qu'on a, on avait déjà le transfert du Super U il y a quelques années, où pour eux, ça ne posait aucun problème de l'envoyer devant chez Carital. Mais bon, on a des tas de questions comme ça, mais c'est ce lien qu'il y a entre les deux, quoi. Normalement, les schémas de développement commerciaux, ils doivent être travaillés avec l'accord des maires, hein, bien entendu. Alors après, quand il y a des choses qui sont faites, qui sont actées, c'est difficile d'y revenir. Moi, je vais prendre un seul exemple. J'avais un Lidl qui était plutôt dans le centre-ville de La Chapelle, qui était très bien pour voilà, une clientèle de proximité, qui était plutôt âgée, donc c'était bien. Il y avait pas, on pouvait aller à pied, tout ça. Moi, l'installation du Lidl sur le centre commercial d'Attractive, pour moi, ce n'était pas une priorité, parce que je pense que ça aurait été plus intéressant qu'on ait une autre diversité commerciale. Bon, sauf que le terrain appartenait à Géant. Je ne pouvais pas modifier le règlement d'urbanisme parce que c'est un centre commercial, donc ça veut dire que je cassais tout. C'était compliqué si demain il y avait un peu de développement. Donc, on est parfois aussi contraint, une fois qu'on a fait les sites, de se dire, j'imagine que là, ce qu'a remplacé Decathlon, la discussion avec les élus, elle a peut-être été limitée, parce que Decathlon, ils sont allés voir, ils sont chercher les prospects. À la rigueur, si c'est conforme au règlement, le maire ou les élus, merci, au revoir. Mais effectivement, je vais reprendre l'exemple du Decathlon, où il y a eu une discussion entre la métropole et Ardré-Gèvres. Parce que nous, notre objectif, c'était qu'on arrête de créer des centres commerciaux. Et le risque avec Decathlon, c'était que petit à petit, il y a Decathlon, puis après, il y a autre chose, hein. Moi, j'ai été un maire qui a refusé, par exemple, l'installation de Leroy Merlin, donc à la Métairie Rouge, là où il va y avoir un parc d'activités, parce que il m'annonçait le plus grand Leroy Merlin de France. Bon, après, il m'a dit non, il sera plus petit, mais bon, j'imaginais bien le samedi après-midi les embouteilles. Mais au-delà de ça, on recrée encore des polarités commerciales. Voilà. Et donc, je pense qu'on est quand même dans un moment où les polarités commerciales, tout ça, qui sont périphériques, extérieures, on est plutôt dans une limitation, et on est plutôt dans un moment où on n'en crée plus. Parce que, je le dis aussi, ce sont des déplacements supplémentaires.
souvent. Voilà, c'est ça aussi. Enfin, aller à Atlantis le samedi, enfin voilà, voilà, on crée du déplacement, des déplacements qui sont parfois plus longs aussi, parce qu'on se déplace pour aller chercher des choses. Et donc, il y a aussi cet enjeu, la sobriété, voilà, des déplacements, et ça implique, je le dis, qu'on travaille sur une plus. Enfin, nous, au niveau de la métropole, on travaille sur la ville du quart d'heure. Hein, c'est pas facile à mettre en œuvre, mais c'est comment un quart d'heure à pied, si possible, en vélo, on trouve un maximum de commerces ou de services pour éviter de prendre sa voiture. C'est ça qu'il faut travailler. Et je pense que, alors, on peut penser que dans des espaces urbains plus denses, c'est plus facile, mais je pense que sur d'autres communes, c'est peut-être possible. Voilà. Mais ça implique, et c'est pour ça que nous, on a travaillé là-dessus, c'est de dire, c'est bien de penser la ville de quart d'heure, mais alors s'il manque un médecin, qu'est-ce qu'on fait? S'il manque un boulanger, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'il faut que la collectivité elle puisse être proactive, et notamment proactive sur la maîtrise du foncier, sur les négociations avec les promoteurs pour finalement rendre ça possible demain, si possible dans la négociation, si ce n'est pas possible, dans des cadres plus réglementaires, avec, je le disais, des orientations d'aménagement, des linéaires commerciaux, enfin voilà, des choses, mais qui sont forcément plus contraignantes et qui sont forcément toujours plus conflictuelles dans des opérations de négociation à mener. Bonsoir. Justement, on parlait du Décathlon. Moi, j'avais été assez surpris en fait de voir que cette enseigne, quand elle s'est implantée, elle a fait ça avec des démarches, on va dire écologiques, enfin assez intéressantes. Euh, Là, du coup, par exemple, ça va être remplacé, donc comme on l'a indiqué, par plusieurs enseignes. Euh, la mairie, ou du coup, bah, par exemple, pour nous, ça va être la CCEG. Euh, Comment est-ce qu'elle peut représenter un poids, en fait, justement, pour conserver ces bonnes démarches-là, tout en sachant que ça vient, en fait, on a beaucoup parlé justement d'implication de la mairie et tout ça, mais c'est un poids économique aussi pour la mairie. Enfin, et on sait que bah, malheureusement, les rentrées d'argent dans les mairies sont beaucoup moins importantes ces dernières années. Donc, je ne sais pas si à La Chapelle-sur-Erdre, vous avez des bons exemples de ça ou même en fait si c'est plus du tout faisable quoi. Bah, là, on est sur un foncier. Alors, je le dis aussi, la taxe foncière, elle devait toujours rentrer, puisqu'il devait toujours y avoir un propriétaire qui devait payer les taxes. Mais c'est bien ça qui est plus difficile. Je prenais l'exemple du Lidl. Quand on est sur des fonds fonciers qui est maîtrisé par des entreprises, par du privé, bah, la négociation, elle est beaucoup plus difficile. Donc nous, par exemple, on a porté les négociations sur des enjeux de traitement des eaux, de stationnement. On est allé assez loin dans le projet, mais ça reste limité par rapport à la capacité que je disais tout à l'heure de dire peut-être qu'on aurait souhaité une plus grande diversité commerciale ou quelque chose de plus complémentaire parce qu'il y a déjà Hyper U. Voilà, bon, donc, mais sauf qu'on est complètement happé par le modèle qui est que les hard discounters, eh bien, ils vont se coller à des enseignes plus classiques de la grande distribution pour aller capter de la part de marché. Et avec des groupes qui ont des moyens, puisque d'autres, forcément, vous imaginez bien que d'autres groupes de la grande distribution s'y étaient intéressés, avec avec un achat du foncier 2 fois le prix du marché. Bon, donc là, forcément, je le dis, c'est limité, mais c'est pour ça que, autant que faire se peut, il faut anticiper dans les documents d'urbanisme les réglementations qui vous permettront de mieux, en tout cas, maîtriser, voire de mieux négocier les choses. Voilà, c'est ça l'enjeu. Mais et je partage quand moi, on a un règlement d'urbanisme métropolitain, bah, quand on a une zone commerciale, bah, c'est une zone commerciale. Voilà, vous ne pouvez pas dire zone commerciale sauf les hard discounters. Voilà. Donc c'est ça l'exercice compliqué parce qu'il y a aussi un droit du commerce, hein, il y a un droit commercial. Donc on peut pas le droit de l'urbanisme, il n'est pas toujours plus puissant que les autres droits. Des petits compléments à ce sujet-là.
Une zone d'activité, c'est du foncier aménagé par un aménageur sur décision d'une entité publique. La Comcom a compétence pour faire de la zone d'activité en dehors des centres-bourgs. Les centres-bourgs sont de compétences communales. Ça, c'est le premier tableau. La Comcom, elle se défait du foncier jusqu'ici. Toutes les Comcom, la métropole exactement, fait de la même manière. Tout le monde fait pareil. Or, la question aujourd'hui, c'est la possession du foncier. Si une collectivité décide de faire des zones d'activité différentes, en gardant le foncier, elle peut vendre des droits à construire, garder le foncier. Elle peut vendre donc des bâtiments qui sont moins chers, puisque finalement, le propriétaire, l'entrepreneur, l'industriel, l'activité, peu importe, va juste bâtir son besoin. Quand son besoin évoluera, à la hausse, parce qu'il veut s'agrandir, il devra s'agrandir, peut-être changer d'endroit. Il revendra un bâtiment, il ne revendra pas un foncier, qui restera de compétence communale ou intercommunale. Quand on garde la compétence, on décide qui vient. Donc, l'une des questions, c'est comment on fait demain les zones d'activité? Qui les fait? Qui les finance? Et vous allez me dire, mais on n'a pas l'argent. Ben, on a un loyer tous les mois. On a un loyer tous les mois quand on met à disposition du foncier. Donc, on peut faire un bail amphithéotique administratif, on peut passer par tout un tas de sujets qui marchent. Il y a plein de techniques juridiques qui marchent, qui sont pertinentes pour rester propriétaire du foncier. Ça marche aussi bien pour l'activité que pour l'habitat. Ça, c'est une décision politique. C'est amorcer une pompe, c'est mettre du budget. On peut aussi, quand on n'a pas un sou, faire appel à l'EPF, l'établissement public foncier. Toutes les communes de Loire-Atlantique sont adhérentes. Toutes. Donc Trélière aussi. Et quand on n'a pas d'argent, on peut donc aller voir l'EPF et lui dire « Voilà mon projet. Mon projet, c'est pour de l'habitat, pour une zone d'activité, ça fonctionne. Ce qui va fonctionner un peu moins bien, c'est pour les équipements publics. Mais encore une fois, il s'agit d'en discuter. On arrive avec un projet, on n'a pas les sous. Le portage foncier, donc en fait, la capacité à mobiliser les sous est celle de l'EPF. Comment l'EPF est financé? L'EPF est financé par ses adhérents. Ses adhérents donnent de l'argent à l'EPF, l'EPF acquiert du foncier pour le compte des communes. Les communes, qu'est-ce qu'elles font? Elles remboursent un loyer. Ou, à la fin de la durée, qui peut aller de 8 à 12 ans. Donc c'est pas neutre. Et dans les 8 à 12 ans, on développe un projet. On trouve un acquéreur. On revend le foncier avant de l'avoir payé. Donc finalement, quand l'EPF présente sa facture, on a un acquéreur. Donc il y a des techniques pour faire les choses. On a le même sujet, exactement le même sujet pour l'habitat, encore une fois, hein, ça marche de la même manière. Cette question-là, Fabrice en a parlé, la mixité des fonctions. Dans un bourg, si je n'ai que de l'habitat, je ne vais pas avoir de commerce qui fonctionne, puisqu'en journée, les gens sont au boulot, pour une part d'entre eux. Ceux qui sont encore présents ne vont pas forcément faire vivre les commerces. Alain soulignait le fait qu'on ait en journée des difficultés avec des commerces dans un centre-ville, dans un bourg. Si on commence à avoir dans un centre-ville, dans un centre-bourg, ce que soulignait Fabrice, des bureaux, pas des tartines de bureaux, quelques bureaux. Encore une fois, la question, c'est le dosage. Si on commence à avoir des cellules commerciales de bonne taille, si on commence à avoir des commerçants qui se disent « je ne trouve pas de cellule ou elle est trop chère », et qu'on a une activité, tu parlais d'une cellule foncière ou au moins d'une structure qui fait le portage foncier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met de l'argent de la collectivité dans une structure dédiée qui a la vocation à faire les acquisitions foncières et le cas échéant de les conserver. Ça veut dire quoi? La cellule, elle est plus propriété de quelqu'un, elle est propriété de la collectivité. Et on y met quoi? On y met un commerçant qui loue, et qui loue à moins cher. Encore une fois, décision politique. Si la location valait 100 et que moi, en tant que collectivité, je la propose à 80, éventuellement, j'aurai plus de commerce. Et en mixant les solutions, il n'y en a pas une qui est miracle, ça n'existe pas. Ça n'est pas vrai, sinon tout le monde le ferait. En mixant les solutions, qui sont la contrainte réglementaire, le PLUI, les OAP, toutes les techniques juridiques qui vont autour de la contrainte, avec les techniques qui sont les techniques d'accompagnement, les techniques d'aide, de mise en relation, de travail avec les associations, ça a été souligné. Les associations de commerçants sont les meilleurs relais qu'on puisse avoir comme élus. Il n'y a pas meilleur. Si on commence à faire ça de manière un peu sur le long terme, avec de la constance, ça a été souligné aussi. Il faut forcément s'engager dans un travail de long terme. Et on ne changera pas les choses en 6 mois. Bien évidemment, c'est impossible. Mais si on commence à avoir cette action foncière d'acquisition, il y a un droit de préemption urbain commercial renforcé, ça existe, il suffit de le mettre en place. Quand un commerce disparaît, il ne faut pas qu'une agence immobilière, il ne faut pas qu'un agent d'assurance s'installe. Il nous faut un boucher. Pourquoi il y aura un boucher? Il y aura un boucher s'il y a des gens qui viennent consommer.
Pourquoi il y aurait des gens qui viennent consommer? Si on a de l'habitat qui permet de le faire. Enfin, tout ça nécessite de travailler, de prendre du temps. Mais par contre, c'est des actions résolues, ça a été dit. On met de l'argent, on prend des outils et on y va, on fait. Et pour le coup, la Comcom n'est pas un acteur étranger, c'est nous la Comcom. C'est nous la Comcom. On est la Comcom. Si à la Comcom on dit on ne veut pas faire comme ça, si on est plusieurs élus, il y a 46 élus à la Comcom, si nous, à la Comcom, on dit on pense que c'est pas comme ça qu'on doit faire demain, on peut essayer de convaincre les copains. Le but du jeu, c'est d'avoir un vote majoritaire. Le but du jeu, c'est de décider des choses ensemble. Il s'agit de forcer personne. En l'occurrence, on a vu plein de communes de droite être d'accord avec des communes de gauche sur des questions d'action commerciale. Il n'y a pas de clivage. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que ça marche? Nous, on est convaincus qu'il y a des choses à faire si on s'y met. Parce que sinon, on va peut-être passer au deuxième thème, sinon on va se coucher tard. La dernière. Non, j'ai connu la CCG il y a quelques années, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que le patron des zones d'activité, c'est pas la mairie de Trayères, c'est Yvon Lerat, qui était candidat à maire contre Savary, qui a été battu, qui s'est retrouvé à la CCG. Mais est-ce qu'il y a beaucoup moi, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'élus de la commune de Trayères qui siègent à la CCG et qui s'investissent sur ces questions-là. Le roi, le chef, c'est Lerat, point barre. On ne discute pas ces décisions. Et ces décisions, ça a toujours été, j'ai un projet de Lidl et compagnie, mais ce n'est pas moi, c'est parce que j'ai confié la gestion de la zone d'activité qui est disponible et qui a été aménagée par la CCG. Je confie ça à une société financière privée, parce que le privé fait toujours beaucoup mieux que le public. Ça a toujours été comme ça. Résultat, ben voilà. Juste. Oui, je rejoins effectivement ton analyse, parce que en fait, à Trélières, ce qui s'est passé, on a pu le constater, Alain l'a rappelé, il y a eu des études qui ont été faites qui donnaient comme orientation de renforcer le centre-bourg ou le centre-ville. Sauf qu'en fait, les préconisations qui étaient données dans ces études, elles n'ont jamais été suivies. Parce qu'à côté, en fait, on avait deux mondes. On avait le président de la CCEG qui déroulait son programme plutôt dans une logique investisseur et pas une logique service à la population. Et on le voit effectivement aujourd'hui, la commercialisation sur la Belle Étoile, en fait, c'est des investisseurs. Il n'y a pas eu d'analyse de marché pour voir si c'était une offre commerciale qui répondait aux besoins de la population. Donc, et puis à Trélières, on a fait des études qu'on a rangées dans des tiroirs. Et voilà. Donc, et puis même quand il y a eu la réflexion autour du PLU, le plan local d'urbanisme, où on a effectivement proposé d'animer le bourg en autorisant quelques programmes de bureaux, parce que c'est ce qui fait vivre aussi un centre-ville. On nous a dit que le bureau, c'était Ragon et point barre et pas de discussion. Donc, effectivement, faire du développement comme ça, en étant toujours, c'est binaire, c'est noir ou c'est blanc, en fait, on n'arrive pas à grand-chose. Juste deux points complémentaires. Moi, je sais qu'en tant que vice-président à l'économie, Raladella, il peut témoigner, j'ai mis en place deux structures, ce qu'on appelait un G24, c'est réunion des maires ou des adjoints sur l'économie, mais aussi sur le commerce. Puisque, alors l'économie, c'est compétence métropolitaine. Le commerce, c'est toujours une compétence de façon partagée, parce que c'est la vie quotidienne. Donc forcément, les élus locaux, ils sont là, ils sont au cœur des relations avec les commerçants, avec les habitants. Voilà, mais justement, on avait clarifié, on avait fait une liste de la métropole s'occupe de quoi, les villes s'occupent de quoi, parce que c'est pas toujours évident non plus. Et puis deuxième point, pour avoir des commerçants, pour avoir du commerce, il faut avoir des commerçants. Et donc je pense aussi, j'ai oublié de le dire, qu'il y a des enjeux sur comment on forme aujourd'hui sur les métiers de bouche. Pour avoir des salons de coiffure, faut avoir des coiffeurs. Voilà. Donc, on a aussi cet enjeu-là, parce qu'on le voit bien, il y a parfois des commerçants qui ne trouvent pas de repreneurs parce qu'il n'y a pas assez de bouchers, il n'y a pas assez de charcutiers. J'étais à la Chambre des métiers l'autre jour, la formation poissonnerie, ils vont arrêter. Enfin voilà, on est quand même face à ça. Donc il faut aussi qu'il y a cette capacité à avoir demain des métiers qui peuvent forcément ouvrir des commerces. C'est évident, c'est aussi un enjeu qui est fort. On passe à la santé. Voilà. Donc santé, enjeu majeur pour tous. Voilà.
Voilà, merci. Euh, pour votre info, hein, j'étais en retard parce que j'étais à Nord-sur-Erdre. Hein, il y a, avec Jean-Claude Roux, qui est le député de la 6e, on travaille sur notamment la question de la qualité de l'eau. Hein. Il va proposer une loi dans quelques jours à l'Assemblée nationale. Et donc, il y a un manifeste aujourd'hui de 150 élus, hein, pour voilà, se mobiliser beaucoup plus qu'on le fait par rapport à- ah, ça, je n'ai pas encore la liste des 150, mais apparemment, les consultables, on doit, on doit l'avoir quand même. Voilà, en tout cas, il y a une mobilisation, et donc c'est pour ça qu'il y avait une réunion ce soir. C'est pour ça que j'étais en retard, mais c'est évidemment, ça rejoint le sujet de la santé publique. Voilà, donc la santé, moi, j'ai souhaité investir, vous allez voir, deux groupes de travail parce que quand dans cette courte campagne d'élection législative, sur les marchés, monsieur le candidat, on n'a pas de médecin, l'offre de soins, c'est pas bien. Donc voilà, j'ai vraiment, c'était après les questions de pouvoir d'achat, c'était souvent le deuxième sujet qui arrivait. Donc c'est pour ça que moi, je souhaitais faire ce travail-là dans un contexte où même sur notre circonscription, hein, il y a 19 communes sur la circonscription. Dans l'étude que j'ai de l'Agence régionale de santé, il n'y a que 2-3 communes où l'offre de soins est plutôt satisfaisante. Voilà, c'est ça aujourd'hui la réalité, même dans une circonscription qui est quand même dans un territoire dynamique. Enfin voilà, j'ai des collègues, c'est autre chose, proche d'une grande métropole. Voilà, c'est quand même ça, cette réalité. Donc ça concerne aujourd'hui tous les territoires. Et j'ai fait une réunion publique à Grandchamp au mois de novembre. Et voilà, il y a eu beaucoup d'expressions dans ce sens-là. Donc il y a 6 millions de Français aujourd'hui qui n'ont pas de médecin traitant. Hein. Voilà, et je peux vous dire, pour avoir rencontré les maires, commencé à rencontrer les maires de la circonscription, nombre de maires qui me disent bah oui, je connais un tel, il habite Ligné, il va parfois au Lorobotro pour voir un médecin. Voilà, c'est aussi ces enjeux qui sont posés. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai intégré le groupe de travail lutte contre les déserts médicaux. Hein, donc aujourd'hui, pas encore la majorité de l'Assemblée, parce que c'est un travail qui est mené quand même depuis un certain temps par les députés, parce que notamment dans cette loi, il y a la question de la régulation de l'installation des médecins. Hein. Et donc pour clarifier les choses, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire au médecin où il va aller, il s'agit de lui dire simplement les endroits où il ne peut pas aller. C'est quand même un petit peu différent, hein, parce que des fois on a l'impression que ça va être coercitif. Et voilà, donc il y a un travail qui sera à faire si la loi est adoptée, c'est aussi d'avoir la clarté sur aujourd'hui quels sont les territoires où il n'y a pas besoin d'installation supplémentaire. Il faut partager ça, évidemment. Et je le dis aussi, la loi, si par exemple un médecin part en retraite dans un territoire qui est bien doté, eh bien, il pourra se faire remplacer. Donc, ce qui n'empêche pas finalement l'installation de jeunes médecins dans des territoires s'il y a des départs s'il y a des départs en retraite. Il y a aussi l'enjeu de mieux accompagner les médecins, notamment sur le plan administratif. Hein. Moi, j'ai rencontré le CPTS de Nord-sur-Erdre-Blain. Il croule sous travail administratif. Voilà. Donc, ils pensent que par des simplifications, on peut gagner 10 à 15% de rendez-vous quand même. Je ne vous parle pas des 7 à 10% de rendez-vous non honorés aussi. Voilà, donc cette loi aussi, c'est comment on accompagne mieux les médecins. Et je le dis, les médecins, il faut les accompagner parce que c'est plutôt une profession en souffrance, hein, parce que évidemment, toute la chaîne de santé est en souffrance aujourd'hui, et dès qu'il y a un dispositif qui est défaillant, c'est sur l'autre que ça se reporte, bien entendu. Quand vous ne trouvez pas de médecin, vous allez aux urgences. Donc, c'est les urgences qui débordent. Voilà. Donc, je le dis aussi, on a obtenu dans les négociations avec le gouvernement 1 milliard de plus pour l'hôpital public. Voilà. Bon. Il aurait fallu plutôt 3 ou 4. Hein. Et on a obtenu aussi, j'y reviendrai, un fonds d'urgence, le triplement du fonds d'urgence pour les EHPAD, dont certains sont en déficit structurel. Voilà.
entre les charges, entre le fait qu'on ne peut pas, j'étais par exemple avec le directeur des touches, vu la population, on ne peut pas augmenter la journée d'EHPAD de façon très importante. Voilà, donc, et puis également la question de la formation, hein, avec l'idée de se dire que peut-être que sur au moins la première année, alors certains portent peut-être sur 2 ans, mais au moins sur la première année, avoir la capacité de faire des formations sur des territoires moins denses, moins urbains, voilà, pour faire en sorte que finalement, au maximum, les jeunes puissent rester aussi sur le territoire. Parce qu'une fois qu'ils sont partis dans les grands centres urbains faire leurs études, c'est parfois plus difficile de revenir. Voilà, donc c'est posé. Donc cette loi, alors qui avait 20 articles, elle est redescendue à 3 ou 4 puisqu'elle était trop longue. Voilà, donc c'est les joies du travail parlementaire. Et donc, on espère que maintenant qu'il y a les questions budgétaires sont là, on espère qu'elle va pouvoir être présentée, je l'espère, au premier semestre. Dans un contexte, voilà, dans un contexte évidemment où on a un vieillissement de la population, voilà, puis ça on le sait, hein, on a toutes les études, donc voilà, on sait que au moins jusqu'en 2030-2032 sur le territoire, voilà, on va avoir de plus en plus de personnes retraitées. Je le disais, diminution du médecin généraliste installé, saturation des services d'urgence. Voilà, donc également, vous dire peut-être, avant d'aborder la santé mentale, que je pense qu'il y a un meilleur travail partenarial avec l'Agence régionale de santé. Aujourd'hui, l'Agence régionale de santé, elle a tout sur toutes les communes. Elle sait le nombre de médecins, de spécialistes, elle sait leur âge, elle sait globalement à quel moment ils vont partir. Et moi, je suis confronté aux maires qui me disent on a appris que dans 1 an, le médecin va partir et puis il ne se passe rien, quoi. Personne ne se bouge. Donc je pense qu'il y a un meilleur travail partenarial d'anticipation avec l'ARS. C'est pareil, c'est pas demain que 6 millions de personnes vont avoir un médecin traitant, mais en tout cas, un meilleur travail d'anticipation. Donc moi, j'ai sollicité l'Agence régionale de santé pour voir comment on peut mieux travailler, mieux anticiper, à partir du moment où on a déjà le diagnostic. On n'aurait pas le diagnostic, c'est compliqué, mais on l'a déjà, donc comment on peut mieux anticiper. Je le dis aussi sur les locaux, hein, puisque on voit bien qu'aujourd'hui, la profession de médecin évolue, qu'il y a la volonté d'être plutôt dans du collectif, hein, pas seulement tout seul dans son cabinet, mais de travailler à plusieurs. Donc comment tout cela s'adapte. Et moi, je suis parfois surpris de voir des maires qui ont finalement prévu des locaux pour les médecins, et finalement, ces locaux, ils ne sont pas du tout adaptés à ce qui va être la demande des médecins. Voilà. Donc là aussi, comment il y a ce travail d'anticipation qui peut exister, de meilleur dialogue avec l'agence régionale de santé. Également, j'ai mis le développement de maisons de santé pluridisciplinaires parce que l'autre jour, j'étais à Mauves, sur Loire, qui a inauguré une maison, et on voit que c'est quand même quelque chose qui est aussi particulièrement intéressant dans le travail collectif que peuvent mener des médecins, avec des spécialistes, il y a des échanges, tout ça. Donc on voit bien que ça, c'est aussi quelque chose qui intéresse la profession. Encore faut-il, là aussi, que la mairie, elle est prévue la capacité à avoir ce bâtiment, qu'il puisse être organisé notamment avec les communautés professionnelles territoriales de santé, des échanges, du dialogue entre les uns et les autres. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis également la mise en place de communautés professionnelles territoriales de santé, parce qu'on voit que ce sont des vrais outils de dialogue, d'échange, hein. Il y a aussi une capacité à accompagner ces structures. Donc voilà, donc ça c'est évidemment, un sujet important. Et puis ce que je voulais également souligner, c'est le travail que je souhaite mener sur la santé mentale, hein, puisque alors, ça devait être Michel Barnier a dit que c'était l'année. Bon, on va voir comment François Bayrou dit si c'est l'année ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, là aussi, sachez qu'il y a un groupe de travail à l'Assemblée nationale, qui a une proposition de loi qui a déjà été travaillée, hein. Donc, on va essayer de continuer à la travailler, mais on est
voilà, on est touché de plein fouet sur le territoire, hein, puisqu'on a notamment l'hôpital de Blain qui est en souffrance parce qu'il manque, des professionnels, de santé. Donc c'est aussi quelque chose que je souhaite, que je souhaite investir. Le travail en tant que député, il est à deux niveaux, hein, la loi, voilà, pour essayer de faire évoluer les choses. Et puis, je pense qu'il est aussi dans un meilleur travail collectif local. Moi, je suis surpris de ça, de dire qu'aujourd'hui, alors je l'avais vécu pendant le Covid, parce que dans métropole, je faisais des réunions avec l'ARS, mais que on n'a certainement pas suffisamment assez de travail collectif avec les agences régionales de santé. Les maires, ils ne rencontrent pas forcément suffisamment les agences régionales de santé pour être accompagnés, tout simplement, parce que c'est toujours le même sujet, hein. C'est pas vous qui décidez de l'implantation d'un médecin sur la commune, mais moi j'ai un médecin qui est parti en retraite à La Chapelle, 700 patients. Oui. Eh ben, monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites? Donc j'étais le responsable. Donc on peut agir, hein, on peut, je le disais, travailler le bâtimentaire, accompagner. Nous, on le fait à La Chapelle parce que la communauté est avec La Chapelle-Orvaux et donc proposer des thématiques, des réunions avec les professionnels de santé. Donc on a cette capacité à agir. Maintenant, évidemment, et je le dis aussi, ça doit être la responsabilité de l'État d'assurer la santé de ses habitants. C'est quand même ça, la politique publique de la santé. Voilà, donc on espère que notamment cette loi va pouvoir être présentée prochainement à l'Assemblée pour être enfin votée, mais je peux vous dire que là aussi, il y a des lobbies, hein, voilà, donc moi, à ma réunion, j'ai eu des médecins. Bon, le dialogue a été courtois, mais il y a aussi forcément des personnes qui sont opposées à ce qu'on guide une installation. Bon, après, moi, il faut écouter tout le monde. Maintenant, le sujet, c'est de faire en sorte que cette loi, on passe les 289. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, d'après ce que tu viens de dire, l'ARS peut donner les informations à la mairie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à Trélières, on peut avoir connaissance du nombre théorique de médecins dont on devrait disposer. Alors, moi, je veux dire, j'ai pas le droit de diffuser le document, donc je ne le diffuse pas, hein, l'ARS me l'a transmis, hein, donc je suis respectueux. Mais c'est justement un des sujets que je veux travailler avec l'ARS. Là, j'ai envoyé un message récemment de dire comment, voilà, il peut y avoir des rencontres avec les mairies pour qu'au moins il y ait un état des lieux, parce que c'est pareil, quand vous êtes maire et qu'on vous dit il n'y a pas de médecin, bah vous savez pas si sur votre commune si c'est bien ou pas bien. Enfin, voilà, donc je pense que, enfin, j'imagine que s'ils donnent aux députés, ils doivent pouvoir le donner, voilà. Et en plus, il existe déjà des documents qui sont plutôt publics, mais voilà, donc voilà. Mais en tout cas, oui, j'imagine qu'il y a capacité à avoir un peu un état des lieux de ce qui peut manquer sur la commune, bien entendu. Oui. Ok. Et la deuxième question, la mairie peut mettre à disposition des locaux. C'est-à-dire, par exemple, si nous on dit il y a des cellules là qui vont jaillir là, sur la place là, à côté de la boulangerie, le maire peut demander au promoteur de réserver, est-ce que, voilà, Oui. ma question c'est est-ce que la mairie peut décider, bien entendu. nous on a besoin de médecins, cette cellule, on veut qu'elle soit attribuée des médecins. Ça, c'est de la négociation, mais bien entendu. C'est-à-dire que moi, je vais prendre l'exemple. Là, on avait là des médecins qui voulaient s'installer sur La Chapelle. Bon, ils avaient du mal à trouver des locaux. Le presbytère de La Chapelle s'est libéré puisqu'il appartient à la mairie, parce que la paroisse est partie de l'autre côté de l'église. On était prêt à leur mettre à disposition dans un premier temps. Donc oui, bien entendu, il y a après, ils ont trouvé une autre solution, mais il y a cette possibilité-là. Et je le dis, il y a des communes qui ont investi, hein, pour se dire demain, je peux, parce que c'est toujours ça, je vois bien pour beaucoup de maires, ce qui est compliqué, c'est il y a des médecins qui viennent dire je m'installerai bien là, je trouve rien. Alors donc les maires ils se disent bon, on va faire le local comme ça, mais encore faut-il que le local corresponde à des besoins qui évoluent finalement assez vite. Il y a cette possibilité de négocier, ça vient d'être dit, sur des projets immobiliers neufs. Donc aussi bien, tout à l'heure, Fabrice en a parlé, des cellules commerciales,
mais des cellules qui seraient des cellules pour des professions médicales, c'est faisable aussi. Donc ça, c'est le premier sujet. C'est en tant qu'élu qui va discuter avec les promoteurs, de fixer un peu les attendus de l'équipe municipale et de discuter. Il ne s'agit pas d'imposer, encore une fois. Il s'agit justement d'essayer de trouver un projet qui tienne et qui satisfasse plusieurs sujets, et pas uniquement de l'habitat, parce qu'encore une fois, les solutions mixtes sont les meilleures. Après, il y a aussi, et ça a été fait par l'équipe d'Alain Royer, donc il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, quand des médecins sont sur place et pour des raisons qui sont des raisons d'entente, seraient sur le point de partir, un maire peut très bien mobiliser des bâtiments qui sont des bâtiments publics et faire des travaux de manière mesurée afin de conserver ces médecins. Là, encore une fois, Fabrice l'a dit, on vient voir le maire quand un médecin s'en va, c'était monsieur Couffin, le docteur Couffin. Donc, quand un médecin s'en va, 80 ans 75 75 Enfin bon, il bossait depuis des années quand même, je pense. Hein. Il avait mérité de partir. Et bien, quand un médecin s'en va, on va voir le maire. Donc, si le maire ne peut pas mobiliser des locaux qui sont libres à l'école de la Chênaie, en l'occurrence, c'est ça. En faisant 3 aménagements, 4 cloisons, ici, là de l'eau, là, un local d'accueil, ici du chauffage, c'est à tout le moins le minimum que puisse faire un maire. Après, il y a différents degrés qui sont possibles et on peut aller jusqu'à ce que fait la ville de Saint-Brévin. La ville de Saint-Brévin, elle salarie des médecins. Est-ce que c'est bien la solution? Je n'en sais rien. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'on a une gradation dans les réponses qui peut aller jusque-là. Et il y a des médecins qui veulent bien être salariés, il y a d'autres médecins, et ça a été dit par Fabrice, qui veulent absolument conserver leur statut de libéral. Et ça s'entend, c'est pas un sujet. Enfin, pour moi, il n'y a pas de débat. Mais par contre, proposer des solutions qui soient adaptées à un territoire en analysant le territoire, et comme tu viens de le souligner, en ayant les données d'entrée, bah, c'est à tout le moins le rôle d'un élu. Puisque là, on a l'opportunité de faire des propositions parce qu'on est en campagne électorale. J'ai retenu dans ce que tu as dit, Fabrice, que c'était primordial ou important qu'il y ait des comités locaux de santé ou quelque chose comme ça, qui associent les gens de la santé, quoi. Hein, ouais, ceux qui sont dans la filière. Moi, je pense que pour une commune, c'est aussi intéressant quand on va dans la démarche comme celle de Plessé, parce que là, je vais la citer. J'ai pas assisté à la conférence où ils étaient. Bien sûr, je le sais, mais je peux avoir un rattrapage, il y a la vidéo. Eux, ils ont posé, j'ai vu ça dans les journaux, la première pierre d'un centre de santé et qui était le fruit d'un travail d'un comité local de santé ou quelque chose comme ça. Donc et ça n'associe pas que les gens de la santé, les usagers, très important aussi. Donc des citoyens de la commune qui sont sur un sujet comme ça, ça permet d'avoir quelque chose qui soit adéquat, qui ne soit pas local, comme tu disais, qui ne conviendra pas. Et puis d'avoir aussi, on ne résout pas tous les problèmes il est tellement immense ce problème de la santé en France qu'on ne résout pas tout, mais on accompagne autant que possible le maintien sur le local de la santé nécessaire. Hein. Sur le mandat précédent, je me demande si l'arrivée du cabinet de labo, le labo là, qu'il y a sur le Trélière, je trouve que ça, c'est quelque chose de très intéressant qui est arrivé, quoi. Je pense qu'ils sont... Ouais, mais enfin, pour moi, il est au bon endroit parce que j'ai pas trop loin à y aller. Mais parce que ça me permet de faire le lien. Vous voyez, à Chapelle-sur-Erdre, il n'y avait qu'un labo d'analyse médicale. Il était Erdre Active. Donc, moi, le nombre de personnes qui me disaient « Vous êtes bien gentil, monsieur le maire, mais j'y vais comment? Moi, j'ai pas de voiture. » Tout ça. Et moi, je me suis mobilisé, parce qu'au début, c'était pas évident, tout ça, règlement d'urbanisme, machin. Je me suis mobilisé pour qu'on puisse avoir un labo d'analyse médicale au cœur de ville,
Voilà, parce que, pour des gens qui habitaient le centre-ville, c'était important. Et puis ça crée, alors même si c'est plutôt le matin, mais c'est pas grave, ça fait marcher les boulangeries, tout ça. Ça crée aussi du flux. Vous voyez, ça, donc c'est aussi ces choses-là qu'il faut réfléchir, bien entendu. Il y a une autre question? Oui. Du coup, la santé, on parle justement d'attirer des médecins, de travailler avec eux pour qu'ils s'implantent dans la ville. Là, je pense qu'il y a énormément de communes en fait autour de Nantes qui voient des médecins partir, qui ne sont pas remplacés. Jusqu'où en fait faut aller solliciter? Est-ce que c'est au niveau départemental, au niveau de la région carrément? Parce que je me souviens avoir discuté avec des professionnels dans la psychiatrie qui me disaient que eux en fait ils sont surchargés parce que en Vendée c'est un désert médical. En fait, tout autour, en gros, de la métropole de Nantes, c'est des déserts médicaux. Et du coup, en fait, il n'y a qu'à Nantes, enfin, au cœur même de Nantes, que ça fonctionne, quoi. Enfin, mais ça fonctionne, mais ça veut dire que du coup, bah, c'est liste d'attente sur liste d'attente. Et que, en fait, bah, comme on en revenait au début, quoi, on a des gens qui n'ont pas de médecin traitant, des enfants qui n'ont pas de médecin traitant, etc. Mais c'est pour ça que c'est important de travailler avec l'Agence régionale de santé, parce que c'est un sujet qui est plus large que nous, ce qu'on vit sur nos communes. Et évidemment, dès que vous avez une offre de soins qui est développée, bah, dans une autre commune, bah, les gens, ils essayent d'y aller, hein. Voilà, j'ai perdu un médecin traitant, non, parce que c'était nantais, c'était mon histoire, parce que je suis né à Nantes. Bon, on a trouvé à Sucé-sur-Erne, mais au bout d'un moment donné, le médecin a dit bah, moi, je prends plus que de Sucé, j'arrête, parce que je me fais trop submerger par les autres communes. Voilà. Donc, je me fais enguirlander par des Sucéens qui m'appellent et disent bah oui, mais vous avez pris des chapelains, alors, et pourquoi vous ne me prenez pas? Bon, donc voilà. Donc, mais c'est sûr qu'on est dans un moment de tension qui est fort, et donc ça se traite pas voilà, CPTS par CPTS, ça se traite bien entendu globalement. Ça c'est évident. Et puis je le dis aussi, j'ai été surpris quand on a fait la réunion publique à Grandchamp. Donc il y a aussi quelle représentation des territoires on donne, ou un médecin, et il y avait quelqu'un qui disait mais moi je vais pas venir à Grandchamp, c'est perdu, habiter Grandchamp, enfin vous voyez, on est quand même, ah bon, quand on connaît Grandchamp, c'est bien Grandchamp. Voilà, mais on a aussi cette image des territoires à casser, parce que voilà, enfin, c'est extraordinaire qu'aujourd'hui, que des médecins puissent dire ça, c'est quand même très surprenant. Voilà, donc on a aussi cet enjeu-là. Je dis aussi, hein, il y a aussi à Nantes des déserts médicaux. Il y a aussi, voilà. Donc, bon. Mais justement, le vrai travail, c'est comment. Bon, on sait très bien qu'il n'y a pas de miracle, hein, et il faudra que les effets du numerus clausus arrivent, bien entendu, parce qu'on a loupé, finalement, on a quand même loupé grand-chose, hein, un truc énorme, c'est qu'on a pensé qu'on allait pouvoir remplacer un médecin par un médecin. Alors qu'aujourd'hui, on remplace un médecin par 2, voire 3 médecins. Bon, et ça, personne, il y a 15 ans, il y a 20 ans, personne ne s'est dit, bah, ça serait peut-être bien, les modes de vie changent, et c'est tout à fait respectueux que les médecins ne veuillent plus travailler 70 heures. Enfin, moi, je respecte ça. Parce que voilà, je veux pas, on était pour les 35 heures, on va pas être contre les médecins qui veulent travailler 35 heures. Voilà. Et donc ça, c'est quand même le grand loupé de la politique de santé en France, et on le paye, et on va le payer encore de toute façon quelques années. Et ce qui a été loupé aussi, parce que je le disais, on le savait, c'est ne pas prendre en compte le vieillissement de la population. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, ben, on savait qu'on allait avoir toute la génération du baby-boom qui allait arriver à 70, 80, 90 ans. On le savait. Voilà. Et là aussi, c'est des décisions qui n'ont pas été, anticipées, en se disant, bah, certainement avec l'augmentation du nombre de personnes âgées, eh bien, l'offre de soins va certainement être plus importante. Voilà. Bon. Moi, j'ai pas une question, mais c'est une réflexion, et je vais faire ma vieille râleuse, mais j'assume complètement. Quand tu dis là, on va faire une loi pour inciter les médecins à s'installer, voilà, dans les déserts médicaux, mais on ne fera pas une loi coercitive. Eh ben moi, je m'inscris en faux.
je me dis, il faut faire une loi coercitive. Obliger les médecins à faire tant d'années dans des lieux qu'ils n'auront pas forcément choisis. Bah oui, Marie-France a dit comme les Ouais. fonctionnaires. Moi, j'étais pas fonctionnaire, j'étais boursière. Ben voilà, j'étais boursière, je devais faire 3 ans dans l'organisme qui m'avait financé et j'ai pas choisi mon lieu d'exercice. J'en suis pas morte. Et je pense que, enfin, c'est envisageable aussi d'être coercitif. C'est bon, quoi. Faut répondre aux besoins. Alors, deux choses. Donc les inégalités territoriales, elles se sont creusées hein, quand même sur l'offre de soins. Il faut quand même avoir conscience de ça parce que quand ceux qui sont opposés à la loi disent finalement, il faut laisser faire, vous voyez, non, il y a des territoires qui ont été mieux dotés ou qui ont voilà, pu maintenir, alors qu'il y a des territoires qui ont vraiment perdu de l'offre de soins. Donc les inégalités d'offre de soins, elles se sont creusées depuis un certain nombre d'années. Il ne faut pas non plus s'étonner parfois d'un ras-le-bol des habitants quand on a ça. Sur la question de la coercition, elle a été posée, bien entendu. Sauf que c'est un travail transpartisan, c'est un travail où il faut trouver du compromis. Je dis, s'il y avait eu, on peut déposer une proposition de loi en disant vous devez 3 ans et c'est l'État, c'est l'ordre des médecins qui va vous dire vous allez là pendant 3 ans. Je ne suis pas sûr que la loi passe. C'est ça, il est là le sujet. C'est bien ça. On est dans un travail de compromis pour faire en sorte qu'on puisse au moins éviter que les inégalités se creusent trop. Parce que finalement, c'est ça, en empêchant des médecins d'aller à certains endroits où ils seraient plutôt allés, on va quand même les obliger à aller d'autres endroits. Et je le dis aussi, la coercition, elle a peut-être dans ce cadre-là ses limites, parce que de toute façon, il y a tellement d'endroits où il y a des besoins. Bon, bah finalement, il y a peu de chances que le médecin arrive de toute façon dans des endroits surdotés. Donc de toute façon, on ne va pas forcément maîtriser l'aménagement, mais au moins on va maîtriser un certain retour sur des territoires qui sont de toute façon en souffrance. Voilà. Alors, il ne faut pas que tous les médecins ils se disent, par exemple, si je ne sais pas comment sera classée la Loire-Atlantique, bah, mais la Loire-Atlantique, s'il y a des déserts médicaux, bah, tout le monde va en Loire-Atlantique. Voilà, bon, forcément. Mais la coercition, je pense que ça ne passait pas, tout simplement. Il y a un truc sur lequel je voudrais que tu reviennes. Tu l'avais dit à Grandchamp avec Guillaume Garot. Les professionnels ont horreur d'être isolés. Et donc, ils aiment travailler en communauté de métiers. Pas forcément que des médecins généralistes côte à côte, c'est pas le sujet. Et je voudrais que tu développes un peu ce sujet-là, parce que là, en fait, il y a une capacité à agir qui, au-delà de la coercition, est plutôt une capacité à agir où on est séducteur. Oui, Et moi, j'ai une petite question, si c'est possible. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas aussi agir sur le prix de la consultation? C'est-à-dire que dans des déserts médicaux, le prix de la consultation est plus haut, la sécurité sociale rembourse plus que dans des endroits où il y a trop de médecins. Alors, je ne sais pas si, parce que moi je suis là que depuis juillet, donc si ce sujet avait été posé, je n'ai pas souvenir qu'il ait été posé. Par contre, ce qui est aussi important, c'est que l'idée, évidemment, c'est aussi de faire en sorte que quand vous n'avez pas de médecin traitant, vous n'avez pas de surfacturation. Voilà. Parce que c'est pas remboursé. Voilà. Donc, ça a été posé. Après, l'autre point, je pense qu'il n'a pas été, posé. Après, oui, bah, tu disais, aujourd'hui, l'enjeu, et je prends l'exemple de Mauve, hein, où il y a une dizaine de médecins et spécialistes. Voilà, et ça, c'est important parce que c'est aussi important dans le suivi médical des patients. Évidemment, quand vous êtes médecin, que vous dites d'aller voir le kiné qui est juste de l'autre côté, bon, bah, le kiné peut vous faire un retour en disant oui, bah, voilà. Bon. Donc, ça, c'est vraiment à développer. Encore faut-il que. Là, c'est une structure privée qui a accompagné les professionnels de santé. Voilà, qui fait ça. Donc, mais après tout, pourquoi pas. Mais c'est éventuellement comment l'ARS aussi peut accompagner. Alors, elle doit le faire dans certains territoires, mais peut-être être un peu plus proactive, de réunir les communautés, de dire voilà, comment est-ce qu'il y a aujourd'hui des besoins, quels sont les besoins des communes. Donc, je pense que ça, c'est
ça, c'est des pistes de travail, au moins pour pas se planter, pour que les maires, quand ils ont des choix à prendre sur est-ce qu'on fait de la réserve foncière, est-ce qu'on va voir le promoteur, au moins qu'ils ne se plantent pas sur ce qu'ils vont demander. Voilà, donc, mais ça, encore faut-il qu'on ait un état des lieux, encore faut-il qu'il y ait eu un travail avec la communauté, de dire, parce qu'aujourd'hui, moi, je vois, enfin, vous vivez ça aussi certainement, c'est-à-dire qu'on peut anticiper, mais on est aussi parfois dans le réel. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du médecin à Chapelle, son cabinet, c'est à côté de sa maison. Et ben, c'est aussi, il y a des gens, des médecins qui sont venus voir en disant, ben, moi je vais pas habiter, je vais pas travailler à côté de l'ancien médecin, et puis c'est pas adapté, je vais être tout seul, voilà. Donc encore faut-il que il y ait une capacité à faire évoluer les locaux, hein. Mais je pense que là, il y a matière à mieux travailler, à mieux anticiper. Parce que, par exemple, quand moi, en tant que maire, j'ai dit au promoteur, bah oui, il faudra peut-être 2, 3 locaux pour des activités médicales. Je lui ai dit ça comme ça, hein. Je lui ai dit, je sens ça parce qu'il faut anticiper, mais je n'avais aucun élément pour dire est-ce qu'il faut 60, 80, 120 mètres carrés. Donc c'est aussi ça, là où on doit progresser. Il y a d'autres questions? Un grand merci en tout cas d'être venu. Et puis je vous propose de... Merci à vous, puis bon courage